Alors, on voit que le rôle du responsable HSE a été capital pour gérer la crise. Dominique, est-ce que tu penses que le rôle va évoluer après la crise? Alors, c'est une excellente question. Enfin, moi, je l'appelle de mes voeux. Avant de répondre à ta question, j'aimerais qu'on souligne le fait de quel préventeur parle-t-on? Parce que je pense personnellement qu'il y a plusieurs profils de préventeurs. Alors, j'ai pas le temps de développer là. Personnellement, j'en vois un qui est le préventeur auditeur, tout ce qui touche à la conformité, qu'elle soit normative ou réglementaire. Le deuxième profil, c'est celui qui est dans la logique de conseil, le salarié qui sait, mais qui peut aussi jouer un rôle de prescripteur. Et puis le troisième profil que je vois, c'est plus un préventeur stratégique au niveau dirigeant qui va pouvoir interpeller la direction générale. Je vous renvoie un article LinkedIn que j'ai posté sur ces trois profils si ça vous intéresse. Allez voir mon profil. Donc, de quel préventeur parle-t-on? Maintenant qu'on sait quels sont les profils, quels sont les grands constats, moi, que je retire? Je crois que c'est la première fois au monde où l'activité s'arrête à grande échelle pour un problème de santé publique. Je crois qu'on n'a jamais vécu ça auparavant. Alors, j'étais pas là quand il y avait la peste espagnole, mais la grippe espagnole, pardon. Mais en tout cas, dans les siècles récents, c'est la première fois. Et puis le deuxième constat, c'est à cette échelle-là, la première fois aussi où la santé publique s'invite dans la santé-sécurité au travail et dans l'obligation générale de l'employeur. Ces deux constats, pour moi, amènent un certain nombre de conséquences. La première, c'est que les HSE, entre autres, mais les entreprises et les chefs d'entreprise, sans qui, j'aime à le rappeler, rien ne se passera, eh bien, ont compris qu'une problématique de santé était directement liée à l'activité. C'est-à-dire que pour des problématiques de santé, on a arrêté l'activité. Donc, il y a un lien entre santé et activité. Et évidemment, on sait tous individuellement, quand on n'est pas bien, quand on est malade, c'est plus compliqué d'aller travailler. Mais là, on avait une approche collective de cette problématique. Donc, pour certains HSE, c'était complètement nouveau de faire le lien entre une problématique de santé au travail et une problématique d'activité de business. Et j'aime à rappeler cette équation qui, pour moi, est toujours démontrée. La performance en santé et sécurité au travail est le reflet exact de votre niveau de maîtrise de l'ensemble de vos activités. Autrement dit, si vous vous améliorez en santé au travail, vous améliorez le business de l'entreprise. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, c'est comment anticiper demain. Alors, on a parlé bien sûr de plan de continuité, on a parlé de plan de reprise d'activité. Tout ça, ce sont des outils, mais si on ne pense pas à les mettre en place, si on ne pense pas à les mettre à jour, si on ne pense pas au retour d'expérience pour en améliorer encore la pertinence, on est moins bien préparé. Et d'une façon générale, j'aime à rappeler que, en tout cas dans ma logique à moi, je considère qu'il faut qu'on arrête de manager la santé-sécurité au travail, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a le temps, c'est quelque chose qui, dans chaque action que l'entreprise commet, doit prendre sa place, du plus haut niveau de l'entreprise jusqu'en bas. Et c'est, je pense, une évolution que les HSE pourraient prendre en compte, c'est comment sortir de leur strict rôle de technicien de la SST pour arriver à un niveau de gestionnaire de risque multirisque et quasiment de contributeur à la RSE. Je peux pas développer plus, mais j'ai commis un ouvrage sur le sujet, je renvoie à ça. Et enfin, la troisième évolution que je vois, c'est jusqu'où pourrions-nous ou devrions-nous aller en termes d'aptitude immédiate à aller travailler après cette crise. Alors, on a tous connu des salariés qui avaient les yeux un peu exorbités parce qu'ils fumaient des choses pas très convenables avec les risques qu'ils allaient côtoyer au travail. Mais cette fois-ci, la question se posait, quand votre salarié rentrait dans l'entreprise, est-ce qu'il est porteur sain? Est-ce qu'il a côtoyé des gens? Est-ce que? Et autrement dit, est-ce que je peux le laisser rentrer sans risque dans l'entreprise pour faire son job? Et du coup, ça m'interpelle, moi, sur... bien sûr, il faut respecter le secret médical, mais en même temps, le salarié a un devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur. Il a aussi une obligation générale, le salarié. Et puis, comment tout ça match avec l'obligation générale faite à l'employeur? Et je pense qu'il va falloir essayer de réfléchir, si notamment, comme malheureusement
les craintes vu ce qui se passe en Australie où c'est l'hiver le laissent penser qu'il n'y ait pas une deuxième vague, mais qu'il y ait à nouveau un nouvel épisode. Comment on peut, en préservant ce secret médical, en activant ce devoir de loyauté, aller un peu plus loin sur la connaissance qu'on peut avoir de l'aptitude au sens très large d'un salarié à venir ou pas travailler en fonction de ce qu'il a vécu et de l'état de santé dans lequel il se trouve. Je pense que c'est un vrai sujet, ça. Voilà. D'accord.